Clément Thonon, l'homme qui murmure à l'oreille d'Édouard Philippe, est donc le premier à s'être frotté à l'exercice Nopopol. Il a développé des propositions plutôt originales. Et moi, je me demande, est-ce que le baccalauréat, dans sa forme actuelle, est toujours pertinent? Il faudrait pas le supprimer. Faire un grand plan de lutte contre le trafic de stupes, ça veut dire aussi, je crois, et ça on le fait pas assez, taper les consommateurs. C'est une réforme simple, mais qui me semble débloquer un peu notre système. C'est le septennat unique. Il a répondu à la question de l'assistant. Comment éviter qu'une trop grande dépendance aux algorithmes ne compromette la prise de décision humaine? Et il s'est prêté au jeu de la question qui dérange. Comment on fait quand on a votre parcours, Sciences Po, HEC, ENA, pour, rester connecté à la vie quotidienne des Français? En tout cas, vous pourrez retrouver toutes ces rubriques dans chaque épisode Nopopol. Je vous laisse tout de suite découvrir le premier. Bonjour Clément Thonon. Bonjour Thierry. Vous êtes notre premier invité, donc je vous remercie déjà beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce qu'on est un média qui se lance, donc il y a une petite prise de risque pour vous, donc merci en tout cas. Merci à vous D'être là. Je vous promets, je vais vous laisser la parole, mais je voulais quand même vous en dire plus sur ce nouveau rendez-vous politique. Chez Nopopol, premier principe, on va donner la parole à des politiques, femmes et hommes de tous bords, pas de sectarisme, mais tout cela en toute indépendance évidemment. On ne posera, et ça c'est notre grand credo, aucune question sur la popole, les histoires d'appareils, la politique politicienne, parce que c'est vrai que là, on est dans une séquence en particulier assez lourde à ce niveau-là, mais que des questions sur des solutions concrètes, des réponses aux défis que rencontre le pays. Pas de place non plus, s'il vous plaît, pour les renvois de balles. Vous savez, c'est pas nous, c'est de leur faute. Voilà, ça, chez Nopopol, c'est pas ce qu'on préfère. Et puis, autre point qui nous tient à cœur, on va donner la parole à des élus locaux, à des personnalités politiques que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous êtes nombreux à m'avoir dit « Ah, on voit toujours un peu les mêmes à la télévision ». Donc, on va vous en présenter des nouveaux, des femmes et des hommes politiques qui viendront de toutes les régions de France. Enfin, et c'est mon dernier point, je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, nous sommes autofinancés, nous ne sommes pas adossés à de grands groupes de médias, donc je vous avais dit qu'on était totalement indépendant. C'est le cas. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à Nopopol parce que c'est le modèle économique sur YouTube. Plus il y aura d'abonnés, plus Nopopol pourra vous proposer ce type d'entretien. Alors, je vous ai déjà dit bonjour Clément Thonon. J'ai fait une petite revue de presse vous concernant. J'ai lu L'homme qui murmure à l'oreille d'Édouard Philippe, le trentenaire qui imagine demain pour Édouard Philippe, le conseiller idée d'Édouard Philippe. Lequel vous convient le plus de ces titres de presse? Peut-être aucun, vous pouvez me dire. Aucun des trois, Thierry. Pour la simple et bonne raison que je suis un collaborateur d'Édouard Philippe. J'essaie de l'aider dans l'élaboration de son programme et dans l'animation des groupes de travail qui lui préparent son projet. Mais tout ce qui a été dit dans les titres de presse, on reviendra peut-être sur le rôle de la presse dans la politique française, mais tout ce qui a été dit sur l'éminence grise, etc., Édouard n'a pas besoin d'éminence grise. Il a été Premier ministre, il sait très bien ce qu'il doit faire pour la France, mais moi j'essaye de mettre de l'huile dans les rouages et de l'aider comme je peux. En tout cas, le conseiller idée, c'est vrai que vous en détaillez beaucoup dans votre livre, Gouverner l'avenir aux éditions Talendier. Alors chacun se fera son avis, on peut être d'accord ou pas, mais c'est vrai qu'on est loin de la popole et ça, dans la période actuelle, c'est vrai que ça nous a fait du bien. Alors sans plus tarder, voici notre premier module. Il s'appelle Faisons connaissance. Clément Thonon, le but de cette petite rubrique, c'est de savoir un peu d'où vous parlez. J'aime bien cette expression. Vous n'êtes pas obligé de faire des réponses très longues. Date et lieu de naissance. 29 décembre 1993 à Nevers. C'est mon côté mitterrandien. Ah, bah écoutez, ça en fait un. 31 ans alors? C'est ça, 31 ans. 31 ans. Profession des parents? Ma mère est dans le tourisme. Elle dirige l'office du tourisme d'Albi et mon père est ingénieur chez Airbus. Ok. Vos diplômes? J'ai fait HEC, j'ai fait Sciences Po et j'ai fait l'ENA. C'est là où je me sens un peu complexé. Mais bon. Des passions? Le handball, sportivement, et la lecture, beaucoup. Et votre job actuel? Mon job actuel, c'est rapporteur général au Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan, qui est une vieille institution qui a été créée en 1946 par le général de Gaulle, ce qu'on appelait le plan à l'époque, et qui est censé penser le temps long dans l'appareil d'État. Ça, on va y revenir parce que c'est une idée force de votre livre. Vos expériences professionnelles passées? J'ai commencé ma carrière professionnelle au Conseil d'État, qui est une belle maison de droit au centre de l'État, et j'ai été conseiller spécial du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Votre parti? Horizon. Parti d'Édouard Philippe. D'Édouard Philippe. Échéance électorale à venir et passée? Alors, passé récent, puisque j'ai été candidat aux législatives chez moi en Dordogne après la dissolution de juin 2024, où j'ai terminé 3e et je me suis retiré comme beaucoup d'autres. On pourra peut-être revenir là-dessus. Échéance future, il y a des municipales qui vont se préparer chez moi en Dordogne, où je réfléchis encore si je reviens dans mon village ou si je fais autre chose. Et
Inch'Allah, il y aura pas de dissolution d'ici là parce qu'il peut y avoir des législatives qui se préparent. Très bien. La question clé de ce petit module, c'est pourquoi, Clément, avoir choisi de vous engager en politique? Parce qu'on est beaucoup de citoyens à se demander quel est le moteur parfois de certaines ou de certains. Vous, pourquoi avoir choisi cette carrière, j'allais dire? En fait, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle au service de l'État. D'ailleurs, je le sers toujours. J'ai choisi d'être fonctionnaire parce que pour moi, le service de l'État, c'était le service du public, de l'intérêt général. Et j'ai toujours perçu mon engagement politique comme une autre façon de servir l'État, comme une autre façon de servir mon pays. En fait, j'ai jamais séparé mon engagement de haut fonctionnaire et mon engagement politique. Pour moi, l'engagement politique, parce que je suis un militant politique, moi, sur mon temps libre, j'ai des doigts, je fais de la politique chez moi en Dordogne, donc je suis un militant au service des idées et d'une personne. Je trouve qu'à la fin des fins, je ne crois pas servir un parti, je ne crois pas servir une ambition personnelle, j'espère servir mon pays. Je crois qu'on va y revenir, le pays est confronté à des difficultés énormes, un contexte géopolitique désastreux, et en fait, si personne ne s'engage plus en politique, si on laisse la main à des gens qui ont des idées, à mon sens, nocives pour la nation, on va se retrouver dans l'impasse. Et donc, pour moi, l'engagement politique, c'est essayer de servir mon pays et d'apporter des solutions. Eh bien, on y reviendra effectivement. Difficile, vous le disiez, de ne pas vous demander un mot sur la situation politique actuelle, mais comme convenu, pas de popole, on ne va pas rentrer dans ces histoires d'appareil, place à la question d'actualité. Bon, Clément, question simple. Quelles sont les causes actuelles de cette espèce de crise politique que nous vivons? Vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, même si depuis mars, ça s'est un peu aggravé. Quelles sont les causes selon vous? Alors, il y a des causes conjoncturelles sur lesquelles je ne reviens pas parce qu'on ne fait pas de popole ici et je trouve ça très bien, mais il y a des choix funestes du président de la République qui a pris plusieurs décisions qui sont dans ses prérogatives constitutionnelles, mais il les a prises malheureusement à contre-temps, je crois. Mais il y a une raison, à mon avis, profonde, c'est qu'on arrive au bout d'un modèle institutionnel qui a été aggravé, je crois, par la question du quinquennat, que j'évoque dans le livre assez longuement, parce que le quinquennat, il a fait deux choses qui se révèlent à l'expérience assez funeste. Et la première chose, il a synchronisé le calendrier du président de la République et le calendrier du Parlement, et donc du Premier ministre. Et donc, vous avez une juxtaposition de ces deux temporalités, et donc, on dit souvent que le président de la République est un super Premier ministre et qu'il n'y a plus de différence entre ces deux rôles, mais c'est à cause du quinquennat qu'on a fusionné ces deux fonctions. Et donc, le président se mêle de tout, il se mêle du moindre détail, alors qu'il devrait prendre du champ et améliorer la projection du pays dans l'avenir. La deuxième conséquence funeste du quinquennat, à mon sens, c'est qu'il a tout polarisé sur l'élection présidentielle. Puisque aujourd'hui, tous les partis sont tournés vers cette élection-là. Et comme les élections législatives se tiennent dans la foulée de l'élection présidentielle, elles sont très déterminées par elles. Vous n'avez plus de lieu de respiration démocratique où un débat d'idées peut avoir lieu, puisque l'élection présidentielle, par définition, elle se fait sur des incarnations, sur des messages et parfois sur des petites phrases. Donc vous n'avez plus dans notre paysage institutionnel de moment électoral où on parle d'idées, ce qu'on fait à ce micro et j'en suis ravi, où on parle de fond et où les Français peuvent trancher des projets. Donc pour ces deux raisons, je crois que le quinquennat a été une réforme funeste et ce que je propose dans le livre, c'est une réforme simple mais qui me semble débloquer un peu notre système. C'est le septennat unique. Ça fait deux choses. Un mandat présidentiel de 7 ans. C'est pas populaire aujourd'hui, on se dit il faut raccourcir les élections, etc. Mais moi je pense profondément que le président de la République, dans nos institutions, c'est l'homme du temps long. C'est l'homme qui est censé projeter le pays dans l'avenir, qui est censé définir les intérêts nationaux et les stratégies publiques. Pendant que le Premier ministre, lui, est l'homme de la gestion de la crise, de l'élaboration des politiques publiques. Donc, donner du temps au président, je trouve que c'est primordial. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il faut que ce mandat soit unique. Pourquoi ? Parce que si, le lendemain de son élection présidentielle, le président de la République ne peut pas se représenter, il devient l'homme du passé, il n'a plus d'avenir politique, et donc il est placé par définition au-dessus des partis. Puisqu'il s'extrait du jeu du parti, il ne sera plus jamais dans la compétition électorale. Et donc ça lui donne une espèce d'élévation et de hauteur de vue qui lui permet de se projeter dans le temps long. Et la conséquence de ça, c'est que l'attention populaire et le centre de gravité du pouvoir va se déplacer à Matignon, au Parlement, et dans l'interaction entre le Premier ministre qui va forger une majorité au Parlement. Et là, vous débloquez le jeu. Vous créez les conditions de coalition, vous redonnez du pouvoir au Premier ministre et vous redonnez de la profondeur de champ à l'action publique. Donc je crois profondément que lorsque vous faites ça, vous rendez du temps au président, vous déplacez le pouvoir à Matignon et vous avez un partage clair des rôles entre le Premier ministre et le président qui aujourd'hui n'est absolument pas clair du tout.
Le retour au septennat unique, c'est une idée qu'on mettra sur notre page YouTube parce qu'on vous demandera votre avis, on compilera les différentes idées de nos invités. Ce sera à vous de dire oui, pour, contre, et on verra les idées qui recenseront à la fin le plus de suffrages, j'allais dire. Puis il y a une autre explication. Alors celle-là, elle est pas au centre de votre explication sur ce grand déboussolement dont vous parlez, mais c'est l'influence des médias dans cette crise politique que nous traversons aujourd'hui. En quoi les médias, selon vous, peuvent être responsables du grippage de nos institutions? Moi, j'étais conseiller ministériel à l'écologie et j'ai vu à quel point la structure de notre débat médiatique influençait l'action publique. Le pouvoir que les journalistes ont sur la façon dont aujourd'hui on structure notre vie démocratique. Vous avez un ministre aujourd'hui, pour exister, il doit aller dans une matinale et faire des annonces, parce que sinon les journalistes ne le prennent pas. Ne le reçoivent pas. Et vous avez une espèce de compétition des personnalités politiques, des ministres, des parlementaires, des élus locaux parfois, mais peu, ou des candidats à la présidentielle. Ils sont en compétition pour s'arracher les créneaux de matinale, les unes de presse régionale ou nationale, ou les plateaux télé. Et donc, pour arracher ces plateaux, ils doivent vendre quelque chose. Donc on est dans une espèce de relation consumériste entre le politique et le journaliste, l'un attendant que l'autre lui vende quelque chose, une annonce, une exclusivité, etc. Et donc, ça, moi je l'ai vécu de l'intérieur, ça force le politique à dire « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Donc, au lieu de penser à la stratégie, à l'avenir, à la façon dont on va exécuter concrètement sur le terrain les politiques publiques, on se dit « mais mince, comment je vais pouvoir intéresser les journalistes? Comment je vais pouvoir intéresser l'opinion ?» Et ça change toute la façon dont on structure notre vie démocratique, et je trouve que c'est délétère parce que le politique ne pense plus à faire, il pense à dire et il pense à impressionner et à se vendre sur un plateau. Deuxième élément de réponse, on l'a vu cette semaine. Moi, je suis très frappé quand Édouard a parlé... Édouard Philippe. Édouard Philippe a parlé du fait qu'il estimait qu'une sortie de crise possible pour le pays serait que le président programme de façon ordonnée sa démission pour laisser le temps à une élection présidentielle anticipée. On parlait de trahison. Enfin, il y a eu une espèce de réaction comme ça, un peu absolument. Et j'ai vu une espèce des petites phrases fleurir dans les médias et des journalistes qui m'appelaient ou qui appelaient des proches d'Édouard Philippe en étant passionnés par la rupture d'Édouard avec le président, par la petite phrase d'Édouard, par la relation personnelle entre Édouard et le président, qui à mon sens est tout à fait secondaire, puisqu'Édouard l'a dit très clairement qu'il n'y avait pas d'animosité avec le président, qu'ils avaient bien travaillé ensemble, qu'ils avaient une relation politique et professionnelle, mais qu'il n'était pas du tout question de ça. Il était question d'institutions, de continuité de l'État, etc. Et le fait que le journalisme politique aujourd'hui se complaise beaucoup dans la petite phrase, les jeux de personnes, et se repaisse de politique politicienne, et encore une fois, je vous remercie d'essayer de vous extraire de ça, je trouve est délétère parce que l'image que ça renvoie... Alors les politiques sont très coupables, hein, on ne va pas se mentir, mais l'image que tout ça renvoie auprès du grand public est absolument délétère, et que les Français soient dégoûtés de la politique, c'est lié à la médiocrité des jeux politiciens, mais aussi à l'image que renvoient les journalistes, je crois. Écoutez, on vous laisse juger de ces propos. En tout cas, maintenant, on va passer à notre prochaine rubrique. Elle s'appelle « Les idées qui peuvent changer la France ». Une des idées centrales de votre ouvrage, c'est mettre fin à la dictature, c'est comme ça que vous l'appelez, du court-termisme, gouverner sur le temps long. Alors, vous avez parlé de la planification, l'après-guerre, Jean Monnet. Ça ressemble à une belle idée, j'allais vous dire, mais comment vous allez faire pour la remettre dans l'air du temps? Vous parlez de cette époque du clash, du buzz, de l'instantanéité. Comment vous allez parvenir à mettre en application cette belle idée, j'allais dire? Déjà, je voudrais dire, avant de parler des propositions, que la temporalité de la démocratie, originellement, depuis les Grecs, une démocratie ne fonctionne que parce qu'il y existe de la lenteur, ou des endroits où on discute et on prend le temps de parler. Dans cette époque de clash, de buzz, de petites phrases, d'accélération, la démocratie meurt parce que tous les lieux où il existait du débat, de la pensée, de la confrontation d'idées et de l'élaboration lente des politiques sont en train de se réduire comme peau de chagrin. C'est notamment le cas du Parlement, et c'est très dommageable. Donc ça, j'insiste beaucoup, que nous devrions préserver comme des trésors démocratiques les lieux où on peut se parler et où on peut délibérer de façon lente, comme on fait aujourd'hui. Deuxième point, les propositions. La planification, il n'est pas question de revenir à la planification des années 60, à la Papa, Jean Monnet, etc. Ça a été très utile pour la reconstruction de la France. Je crois qu'on doit inventer quelque chose de nouveau.
Ce que je propose dans le livre, c'est quelque chose qui peut paraître technique, mais qui l'est pas vraiment. C'est ce que j'appelle un budget de législature. Notamment, j'ai d'autres propositions, mais je vais revenir sur celle-là parce qu'elle me semble structurante. Le budget de législature, c'est quoi? Aujourd'hui, vous le savez, le Parlement vote annuellement le budget. C'est le cas en ce moment. C'est le cas en ce moment. Et on a le psychodrame tous les ans. Censure. Alors en ce moment, c'est d'autant plus vrai. Censure, pas censure. Déficit public, pas déficit public. Hausse d'impôts, pas hausse d'impôts. Des débats politiques dantesques. Et à la fin des fins, de toute façon, on se retrouve avec un déficit public qui se creuse parce que dans ce pays, depuis 1974, on n'a pas de budget à l'équilibre. Et donc, de façon annuelle, on a ce même psychodrame, ces mêmes débats qui se renouvellent ad vitam aeternam et on n'arrive jamais à maîtriser nos finances publiques ni à donner un cap d'avenir. Donc le budget de législature, c'est quoi? C'est une idée très simple. C'est de se dire, le président est élu, il a une majorité, ou pas d'ailleurs, mais il y a des législatives. Et là, le gouvernement qui prend sa charge va proposer une vision à 5 ans aux Français et aux parlementaires, qui sera adossée à un budget de 5 ans. On va arrêter de voter le budget tous les ans, de faire à la petite semaine de l'impressionnisme politique, et on va dire, voilà, moi je vous propose ma vision. Et ma vision sur la transition écologique, sur l'école, sur le social. Et je vais traduire ça en priorité sonnante et trébuchante sur un budget quinquennal. Je vais mettre tant sur la défense, je vais mettre tant sur l'école, je vais mettre tant sur la transition écologique. Et là, vous avez en même temps un grand acte politique fondateur de début de quinquennat. Voilà ce qui va se passer. Je vous donne une vision et tous les acteurs économiques, industriels peuvent se projeter dans l'avenir. Et en même temps, je vais avoir un budget. Et si en plus on rajoute, on y reviendra peut-être, une règle d'or pour dire que ce budget quinquennal, il va être dans les clous et il va, en fin de période, ramener le déficit public à quelque chose de correct, on a tout gagné. On a de la vision et on a de la maîtrise des finances publiques. Donc un budget de législature quinquennal, c'est-à-dire ça serait plus un budget voté annuellement, mais un objectif, un horizon, pour reprendre un mot. Ça, c'est une de vos propositions dans votre ouvrage. Et puis, on va passer maintenant à notre rubrique. L'idée dans l'air, c'est une idée qui agite le débat public en ce moment et je vais demander donc chaque semaine une réaction à nos invités. Clément Thonon, on parle beaucoup de la dette publique, vous venez d'en parler aussi, et puis aussi d'une manière connexe des moyens pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Ça, on entend beaucoup de choses là-dessus. Il y a trop d'agences, il y en a qui veulent tout supprimer. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et dans votre ouvrage, vous parlez de la nécessité pour l'État de faire du sur-mesure, des missions ad hoc. Alors déjà, expliquez-nous un petit peu ce que ça peut être et en quoi ça peut changer concrètement la vie des citoyens. Moi je suis fonctionnaire, donc l'État c'est ma maison, je suis passionné par l'État et je pense que l'État dans ce pays est nécessaire. Même si je me définis comme quelqu'un de libéral, je pense que l'État ne doit pas tout faire et ne peut pas tout faire. Je pense que l'État a un rôle important. Le problème de l'État, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est qu'on l'a structuré sur une base uniforme pour tout le monde. On a des grandes administrations qui déploient des politiques publiques souvent peu adaptées à la réalité du terrain. Donc, ce que je dis quand l'État doit faire du sur-mesure, c'est que l'État doit apprendre, c'est ce qu'on appelle dans le jargon administratif la déconcentration, doit apprendre à aller sur le terrain et à refaire des choses. Le problème, c'est qu'à une époque, on avait des fonctionnaires qui faisaient des routes, on avait des fonctionnaires qui géraient des forêts, etc., qui étaient très présent sur le terrain. Là, l'État s'est désarmé sur les territoires et s'est parisianisé assez largement. Donc, ce que je propose, c'est typiquement, sur un sujet clé comme le changement climatique, sur lequel on reviendra, il y a des territoires qui vont avoir des impacts extrêmement puissants du fait du changement climatique. Par exemple territoire de moyenne montagne. Dans le Jura, on sait que dans quelques dizaines d'années, il n'y aura plus de neige. Et donc, l'économie de la neige, l'économie des stations va se dégrader. Typiquement, dans les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui, on arrache de la vigne et on plante de la pistache. Et il y a des secteurs économiques entiers qui vont changer. Et là, l'État, il doit accompagner, il doit être là. Mais il ne va pas gérer de la même manière l'adaptation au changement climatique dans le Jura et dans les Pyrénées-Orientales, ou dans le Nord-Pas-de-Calais, où c'est les inondations qui posent problème. Et donc là, je crois qu'il faut inventer une nouvelle action publique où l'État pourrait créer, avec les collectivités locales, avec les acteurs privés, avec les acteurs associatifs, les agriculteurs, etc., des établissements publics qui pourraient prendre en compte ces réalités locales. Et au lieu de gérer tout depuis Paris, on pourrait avoir des structures publiques qui gèrent dans les territoires des problématiques. Mais c'est vrai, pareil, moi je prends la question du changement climatique, mais on pourrait parler de zones où il y a du trafic de drogue particulièrement prégnant. Là aussi, l'État doit faire du sur-mesure, c'est-à-dire doit mettre en réseau les douaniers, les forces de police, les collectivités locales pour avoir les services sociaux, pour avoir des réponses adaptées. Donc, pour résumer mon message, c'est dire que
l'État doit passer d'une logique de politique publique générale à une logique de mission extrêmement délimitée dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que cette action, la structure ad hoc qui se créerait aurait un début et une fin, c'est-à-dire qu'elle aurait une mission et qu'à la fin, cette Absolument. agence, je ne sais pas comment en termes administratifs ce serait, elle serait terminée et elle aurait fait son action, atteint son objectif. C'est exactement ce que je veux dire par une logique de mission. Ça veut dire on a une mission, quand on la remplit, on disparaît. Certains pourraient vous rétorquer qu'on met un peu en difficulté le principe d'égalité, c'est-à-dire si on fait vraiment une action ciblée dans telle région, pourquoi pas dans une autre, il n'y aurait pas des disparités? Ouais, c'est une remarque qu'on fait souvent, et les Français sont à la fois passionnés de liberté et passionnés d'égalité. Notre devise républicaine incarne cette espèce de tension en permanence. Les Français, ils veulent qu'on fasse du sur-mesure, qu'on s'adapte. Typiquement, moi, je pense que la prochaine grande réforme de l'école, ce sera plus de liberté. C'est un grand service public qu'il faut libérer, l'école. Je pourrais peut-être y revenir. Mais... revenons-y, parce que la prochaine rubrique, c'était Nopopol Éducation. Et je voulais justement vous demander, vous parlez là aussi d'accorder beaucoup plus de liberté aux écoles. Donc allez-y, c'est le moment peut-être de développer. C'est un exemple concret de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, l'école républicaine, elle a été créée au 19e siècle, avec une espèce de croyance que l'école serait universelle, et c'était très bien, laïque, obligatoire, et qu'en face de chaque clocher, on mettrait une école pour montrer que la République arrivait dans chaque territoire. Et donc, on a fait une école extrêmement uniforme. C'est la plus importante administration de l'État, gérée de manière centralisée. Moi, je crois que ce modèle-là, vu ce qui se passe sur le niveau scolaire, sur la diversité désormais de nos jeunesses entre une école rurale chez moi aux Aisy et une école en Seine-Saint-Denis, évidemment, la sociologie des élèves est différente, évidemment, les méthodes d'apprentissage doivent être différentes. Quand on a accès à la culture, quand on est une école à Paris ou quand on est une école reculée, tout ça est extrêmement différent. Donc, je crois que cette vieille croyance de l'école gérée depuis Paris, ou en tout cas de manière uniforme, doit laisser la place à une logique, exactement ce que je viens de dire, de sur-mesure. C'est-à-dire donner plus de pouvoir au chef d'établissement pour gérer sa pédagogie, pour gérer ses recrutements, pour gérer l'affectation des enveloppes financières ou les projets qu'il veut mener avec les élèves, pour ouvrir ou pas l'école à l'entreprise. Moi, je crois beaucoup à l'ouverture de l'école sur l'entreprise. Bref, pour que le chef d'établissement soit un vrai patron chez lui et qu'il puisse, avec les parents, avec les élus, créer les conditions pour que sa cohorte d'élèves et son équipe professorale puissent s'épanouir et avancer. Clément, vous dites même que l'établissement, le chef d'établissement sera d'autant plus intéressé à la réussite et au progrès de ses élèves que son financement pourrait dépendre en partie des critères de performance. Alors, je pense que vous allez faire bondir dans beaucoup d'établissements en France. Je crois que c'est pas un gros mot et qu'il faut respecter les enseignants. Les enseignants, si on leur donne de la liberté, et je pense qu'ils sont en demande, on leur donne de la responsabilité. Et ça veut dire regarder les résultats des élèves. Aujourd'hui, de plus en plus, on sait mesurer la progression des élèves, on sait mesurer leurs résultats au bac, à des évaluations intermédiaires. Et moi, je crois profondément que vu l'état du niveau scolaire en France, où on voit qu'on est dans les tréfonds des classements internationaux et que le niveau baisse, je crois d'ailleurs de mémoire, un chiffre qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a perdu l'équivalent d'une année scolaire de niveau en 20 ans en mathématiques, ce qui est désastreux. Et donc, donner de la liberté aux professeurs pour s'organiser, c'est aussi de leur donner de la responsabilité. C'est-à-dire, si vous faites progresser vos élèves, et si vous êtes donc un bon professeur au sens du résultat des élèves, vous serez récompensé. Ça me semble, c'est une règle qui me semble évidente. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait hurler, mais encore une fois, puisqu'on sait aujourd'hui mesurer l'impact d'un professeur sur sa classe, c'est-à-dire s'il va les tirer vers le haut, les mener d'un point A à un point B, moi, je crois que ces professeurs-là, ils doivent être valorisés, ils doivent être mis en exemple, ils doivent être responsabilisés et récompensés. Et donc, quand je parle de performance, c'est juste ça. C'est de dire, on va valoriser dans notre école la question du résultat des élèves. Et quand on a un bon professeur, il faut qu'il soit récompensé. Écoutez, chacun se fera son avis. C'est le principe de Nopopol. Notre invité fait des propositions et ça sera à vous de juger. Là, une petite question flash. Nopopol sécurité, quelques propositions concrètes pour améliorer la sécurité de notre pays. Un dernier sondage IFOP, c'est encore la préoccupation première des Français actuellement. Sur la sécurité, moi je pense très puissamment que le maillon faible de notre continuum de sécurité, c'est la justice. C'est l'espèce de sentiment que je vois chez moi en Dordogne, même si c'est pas un département frappé par l'insécurité, mais l'espèce de sentiment d'impunité. C'est-à-dire qu'une personne que tout le monde connaît dans le village, qui a été coincée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour des petits délits, revient toujours au même endroit et revient commettre ses méfaits et n'a jamais dormi en prison. Donc, je crois que ce sentiment d'impunité, il corrode le lien social et c'est quelque chose qui est profondément, qui alimente le vote des extrêmes en réalité.
Donc, la justice, mettre des moyens, remettre des juges dans les territoires. Moi, les tribunaux ont déserté certaines zones, et quand un tribunal déserte une ville moyenne, c'est une ville moyenne qui meurt. Donc, remettre des juges dans les territoires, remettre des peines planchées. Moi, je crois qu'encore une fois, en cas de multirécidivisme, il n'est pas normal qu'on se retrouve avec des travaux d'intérêt général et qu'on n'aille jamais en prison, même pour des peines courtes. Moi, je crois beaucoup aux peines courtes, c'est-à-dire 1 ou 2 jours en prison. Ça, pour quelqu'un notamment qui est jeune et qui commet ces infractions, ça permet de marquer l'autorité de la loi. Et vis-à-vis de la population, c'est très important. Donc, investir massivement sur la justice et sur les peines courtes. Deuxième sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question du trafic de stupes. Je le vois encore une fois chez moi dans un territoire rural, la Dordogne, Périgueux, une ville-préfecture moyenne, 30 000 habitants. Les villes moyennes sont touchées aujourd'hui, les quartiers sont gangrénés aujourd'hui par le trafic de drogue. Et ça dissout le lien social. Parce que vous avez des histoires de jeunes lycéens qui dealent, des quartiers qui sont complètement gangrénés et interdits, y compris pour les forces de l'ordre. Et donc, faire un grand plan de lutte contre le trafic de stupes, ce qui est ultra compliqué, hein, mais ça veut dire aussi, je crois, et ça on ne le fait pas assez, taper les consommateurs. Parce qu'on est dans un pays où on a renforcé notre arsenal pénal, etc. Mais quand on voit à Paris et qu'on voit dans les boîtes de nuit des gens très bien, des cadres supérieurs qui prennent de la drogue, moi j'ai envie de leur dire, il faut faire quelques exemples là-dessus. Donc voilà, pour résumer ma pensée, mettre le paquet sur la justice, parce que c'est ultra important, et mettre le paquet sur le trafic de stupes, parce que je pense qu'on n'est qu'au début du chemin, que la marée qui vient d'Amérique du Sud est en train de nous envahir, et que si on ne fait rien, on va se retrouver avec une jeunesse en perdition, et des quartiers et des territoires totalement en perdition de la République. Donc là aussi, les questions de moyens, et donc on revient toujours à notre dette publique, 3 400 milliards, mais plus de moyens donc pour la justice, selon vous. On a bien compris vos propositions. Là encore, c'est à vous de juger. On va parler transition écologique parce que ça sera une rubrique incontournable chez nos Popoles. Selon nous, on n'en entend pas assez parler dans le débat public. Donc tout de suite, c'est nos Popoles, transition écologique. Il y a vraiment beaucoup de choses dans votre ouvrage sur la transition écologique. Je vais vous laisser détailler quelques-unes de vos propositions. Il y en a une qui m'a particulièrement frappé, parce que moi j'aime bien les choses concrètes et du quotidien. Verser à chaque Français un revenu climat universel alimenté par la taxe carbone. C'est quoi ? Je vais partir de mon idée de départ, parce que la transition écologique, vous l'avez dit, est extrêmement importante pour moi. J'ai servi le ministre de la transition écologique. Je crois que c'est l'un des sujets majeurs pour l'avenir et qu'un parti politique de centre-droit comme Horizon doit réinvestir, parce qu'il ne faut pas le laisser en monopole, ce sujet-là. Vous êtes entendu sans faire de la popole au sein de votre parti, parce que c'est un petit peu au sein de la droite, notamment, ça a toujours été un sujet un peu délicat. Oui, Édouard en parle souvent. Christophe Béchu a été un grand ministre de la transition écologique avec un vrai bilan sur lequel je reviendrai. On a des personnalités qui sont très engagées. Et faire d'Horizon un parti écolo de droite, moi, ça me fait assez marrer, en fait. Je pense qu'il y a de la place, il y a un espace politique. Moi, je croise beaucoup de gens chez mes amis qui sont plutôt en faveur de l'ordre dans les comptes et de l'ordre dans la rue, mais qui sont aussi super écolos. Et en fait, séparer des gens qui sont très fermes sur le régalien ou très libéraux sur l'économie et qui sont en même temps très écolos, ces gens-là, ils n'ont pas de maison aujourd'hui. Donc, il faut leur donner une maison où on pense les deux en même temps, parce que je pense profondément qu'on peut avoir un discours fort sur l'économie et très fort sur l'écologie. Mais pour revenir à ce que vous disiez, cette intuition de revenu climat universel, c'est quoi ? C'est que on se rend compte aujourd'hui avec la rhétorique sur l'écologie punitive, sur les gilets jaunes, vous vous souvenez, hein, c'était une taxe carbone mal comprise, mal prise, qui a suscité un rejet massif. C'est d'essayer de montrer aux Français que cette taxe carbone-là, elle permet à la fois d'orienter les comportements, parce que quand vous payez un peu plus cher une alimentation mauvaise pour bonifier une alimentation bonne, c'est plutôt un mécanisme vertueux, c'est essayer d'orienter les comportements. Le mécanisme de prix, c'est quelque chose chez les libéraux qui permet d'orienter. Mais on ne va pas se mettre des œillères. Il y a des gens modestes, des gens dans la ruralité chez moi, la bagnole, elle est incontournable. Il y a des modes de vie qu'il faut préserver. On ne peut pas demander aux gens, au nom de l'écologie, de changer complètement ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent être. Donc, ce revenu climat universel, c'est de dire, on va payer plus cher les activités polluantes parce que c'est le sens de l'histoire, parce que c'est évident qu'il faut transitionner vers un modèle plus juste, mais on ne va pas vous abandonner. Et on ne va pas vous dire, on ne va pas vous culpabiliser. On ne va pas vous dire que parce que vous prenez votre bagnole, vous êtes quelqu'un de méchant. Au contraire, on va essayer de vous aider. Et donc, on va prendre cette question de taxe carbone, essayer de vous la reverser d'une manière ou d'une autre pour vous aider à faire un plein, avec peut-être en changeant votre carburant en biocarburant. Donc, si j'ai un comportement, entre guillemets, vertueux d'un point de vue écologique, j'aurai un revenu, j'allais dire. Vous l'aurez de toute façon. Ouais.
Mon idée, c'est que vous l'aurez de toute façon. On va retransférer une partie de la taxe carbone. Et ensuite, avec ça, avec ce pactole-là, vous pourrez changer votre fenêtre. Vous pourrez investir dans une voiture électrique. Vous pourrez essayer d'acheter de l'alimentation bio, moins chère. Vous pourrez faire plein de trucs qui aujourd'hui, pour les gens, leur semblent inaccessibles ou difficiles d'accès, mais demain pourront être accessibles grâce à un coup de pouce financé, encore une fois, par la taxe carbone. Derrière la place que vous avez accordée à la transition écologique dans votre ouvrage, il y a un constat, c'est-à-dire que c'est une donnée incontournable de toutes les politiques publiques dans les 20, 30, 40, 50 ans. Vous faites des constats, vous donnez des chiffres qui parfois donnent le tournis sur les conséquences de l'anthropocène, puisque vous employez le terme. Pourquoi vous insistez autant là-dessus ? C'est d'abord un changement majeur pour les Français. Et ça, il faut qu'on en soit tous conscients. Je parlais tout à l'heure des territoires. Mais en fait, il faut qu'on se rende compte qu'on va prendre dans la tronche ce que j'appelle dans le bouquin de la casse climatique. Il y a eu de la casse sociale par le passé. Vous vous souvenez, les bassins miniers, des endroits désertés par l'industrialisation. Mais on va avoir de la casse climatique. Je reviens sur mes exemples. Les zones de moyenne montagne, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui vivent de l'économie de la neige ? Dans les zones agricoles, dans les vignobles qui vont être arrachés, etc., etc. Dans les zones recouvertes par le trait de côte, par le recul du trait de côte. Donc, il faut qu'on soit tous conscients que notre pays va changer et qu'il faut qu'on s'y prépare. Deuxième point, c'est la dimension identitaire de l'écologie. Moi, je suis de Dordogne. En Dordogne, il y a des chênes. Vous connaissez peut-être Jacou le Croquant. Jacou le Croquant, il est en Dordogne et il se cache dans des forêts de chênes. Et depuis les Gaulois, il y a des chênes en Dordogne. Et aujourd'hui, les chênes meurent en Dordogne. Parce que, à cause du réchauffement climatique, le chêne remonte vers le nord. Et la Dordogne sans chêne, c'est plus la Dordogne. En fait, ça va changer à l'échelle d'une vie humaine. Nos paysages qu'on aime, moi, le ruisseau où j'allais pêcher avec mon grand-père en bas de la maison, il est à sec, il n'y aura plus jamais d'eau. En fait, c'est des petits trucs, ça a l'air de rien, mais ça change un paysage, ça change un terroir, ça change un souvenir d'enfance, et ça va être très profond pour nous. Donc moi, je crois profondément, c'est ce que je défends dans le livre, que défendre la transition écologique, se préparer au climat, c'est aussi défendre ce qu'on est en tant qu'individu, et ce qu'on est en tant que peuple, parce que la France, c'est ses paysages, c'est ses terroirs, etc., etc. Donc ça, c'est deuxième chose très importante. Troisième chose très importante, sur réconcilier l'écologie et l'économie. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des grands blocs économiques qui ont fait de la transition écologique une clé de leur prospérité et de leur conquête économique du monde. Par exemple, la Chine. Dingue. On est envahi de panneaux solaires, de voitures électriques. Mais Joe Biden, vous vous souvenez, avant Trump, il avait fait un truc qui s'appelait l'IRA, où il avait fait des crédits d'impôt massifs, des investissements massifs, parce que lui, il pensait qu'il fallait reconvertir l'outil industriel des États-Unis vers la transition écologique. Trump, il fait un calcul un peu différent. Lui, il se dit, je vais pomper jusqu'au bout les énergies fossiles des États-Unis pour avoir un avantage, mais c'est un avantage de court terme qui, à mon avis, se retournera contre lui. Donc, drill, baby, drill. Exactement. Et donc aujourd'hui, c'est comment on fait pour que l'Europe devienne un géant économique de la transition écologique. Et dans le bouquin, je fais une proposition un peu iconoclaste, mais qui me semble aller dans le sens de l'histoire, c'est de dire le ministère de l'écologie que j'ai servi avec passion doit disparaître dans sa forme actuelle. Et on devrait mettre le climat, la décarbonation, l'énergie et tout ce qui est transition écologique à Bercy, avec le ministère de l'économie, pour faire un grand ministère de l'économie et du climat. C'est ce qu'ont fait les Allemands, et c'est essayer de faire marcher sur la même jambe l'économie, la croissance et l'écologie. Et ça, je trouve ça hyper important. Et il y a une transition qui est un peu liée et dont on ne parle pas assez, et je crois que c'est un truc, et je le dis à ce micro, et on verra dans quelques années si j'ai raison, mais c'est la transition démographique. Et ça, il faut en parler parce que on est en train d'entrer sur le même toboggan que la transition écologique, c'est-à-dire un truc massif, rapide, et qui va bouleverser l'ensemble de nos modes de vie. Le vieillissement de la population, hein, c'est ça. Pas que. Absolument. Mais il y a le vieillissement, il y a deux bouts de l'omelette en fait. Il y a le bout de l'omelette vieillissement qui va être massif, où on va avoir des personnes en situation de dépendance avec des cohortes d'âge extrêmement élevées, extrêmement importantes, dont on ne sait pas aujourd'hui comment financer et que socialement on n'arrive pas à traiter. Donc c'est très important. Mais à l'autre bout de l'omelette, on fait moins d'enfants. Le taux de fécondité de la France s'effondre. Pour la première fois cette année depuis la Seconde Guerre mondiale, le solde naturel de notre pays a été négatif. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de décès que de naissances. Et ça change tout. Notamment au niveau des retraites. C'est un peu le débat Ça change notre modèle social qui a été créé sur la croyance en 1945 qu'il y aura un renouvellement éternel des générations. De Gaulle appelait de ses voeux les 12 millions de bébés qu'il fallait à la France et il en a eu 14. Donc il n'y avait pas de problème de financement des retraites à l'époque, ça c'est sûr. Mais pas que. J'insiste sur ce point. Les classes qui ferment aujourd'hui dans notre pays, c'est pas l'austérité budgétaire, c'est la démographie. C'est qu'il n'y a plus de gamins.
Donc ça va changer la carte de nos services publics. Les armées qui ont du mal à recruter, etc., etc. Donc ce que je veux vous dire avec la transition écologique est primordiale et il faut lutter, mais la transition démographique qu'on va connaître dans les 20 ans, là, okay, c'est maintenant et c'est pendant les 20 prochaines années, sur le marché du travail, sur l'organisation de nos services publics, sur notre modèle social, sur notre façon de vivre ensemble, parce que vous avez vu peut-être récemment un contentieux où des riverains ont fait fermer une école. Parce que l'enfant disparaît de l'espace public. On n'est plus habitué au cri des enfants. On ne supporte plus le cri des enfants. Bref, tout ça va être massif et je crois que la responsabilité du politique, c'est de s'y préparer. Il y a un autre grand défi sur lequel vous revenez également, c'est l'intelligence artificielle. Et c'est là le moment de notre rubrique tant attendue, la question de l'assistant. On va demander à notre assistant ChatGPT de poser une question à notre invité. Assistant, bonjour, est-ce que tu es avec nous? Je voudrais que tu te comportes en spécialiste de l'intelligence artificielle et que tu poses une question un peu challengeante à notre invité Clément Thonon. C'est à toi. Clément, avec la montée en puissance de l'IA dans des domaines sensibles comme la sécurité ou la justice, comment éviter qu'une trop grande dépendance aux algorithmes ne compromette la prise de décision humaine? C'est une super question. Une question un peu challengeante pour lancer la discussion. Merci beaucoup, assistant. C'est très intéressant. Bon, voilà. Alors, c'est un peu gadget, mais c'est notre manière à nous, chez Nopopol, de lancer cette conversation sur l'IA, parce que ça aussi, on se pose tous beaucoup de questions sur le marché du travail, sur évidemment l'action publique. Qu'est-ce que vous répondez à notre assistant, alors? Bon, déjà, c'est une super question et ça fait flipper parce que je pense qu'un jour, en fait, on fera dialoguer deux IA et ce sera d'aussi grande qualité que nous. Mais blague à part, ça pose la question, c'est une super question qu'on se pose dans l'État, de la décision publique et politique à l'ère de l'IA. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça tout en maîtrisant l'outil. Et je m'explique. Moi, je pense qu'il y a plein de services publics où aujourd'hui, des agents physiques prennent des petites décisions qui pourraient être automatisées. Je pense instruire un dossier d'alloc, c'est l'allocation familiale, c'est simple, on remplit des cases, on remplit un CERFA. Je pense qu'une IA, elle pourra dire oui, non. Après, il faut qu'il y ait une supervision humaine à la fin et qu'il y ait une possibilité de recours à la fin. Mais un permis de construire, on remplit des cases, on peut automatiser. Un dossier d'inscription dans une école. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je pense que ce tournant de l'IA, sur plein de petites décisions qui aujourd'hui consomment du temps de fonctionnaires, irritent les usagers et prennent du temps à tout le monde, on peut y aller comme des dingues là-dessus. Après, il y a des choses qui sont plus dures. Moi, je suis juge à la base, au Conseil d'État, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait sur la justice? Parce que Jugé par une IA? Les avocats, eux, ils y vont comme des dingues. Ils développent des trucs, ils essaient de préjuger les affaires avec de l'IA, etc. Et qu'est-ce que fait le juge? Est-ce qu'on se dit que sur des contentieux très simples, très massifs, comme les pensions alimentaires, certains sujets sur les titres de séjour, est-ce qu'on assume de faire automatiser une partie sous le contrôle d'un juge, évidemment? Parce qu'encore une fois, je pars du principe que tout ça doit être sous contrôle humain. Ce serait un changement absolument massif. Ça, je ne suis pas sûr que la société y soit prête. Oui, je pense que ça fait réagir. Vous qui nous regardez, quand on imagine juste l'idée de se faire juger par une IA, bon, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions. Mais je pense que, pour résumer ma pensée, si la justice ne pense pas ce sujet-là, d'autres le penseront à sa place. Et encore une fois, les cabinets d'avocats ont déjà des années d'avance sur les juges. Donc, on doit penser tout ça en même temps. Et après, on peut penser des assistants de justice virtuels. Parce que moi, mon métier de juge, c'est beaucoup faire des notes, mettre en page des décisions, etc. Moi, je suis persuadé que l'IA peut nous aider beaucoup là-dessus. Et il y a un dernier niveau. Donc, j'ai parlé du niveau le plus bas, qui, à mon avis, peut être automatisé assez largement. Le niveau intermédiaire, où là, il faut se poser des questions, garder la maîtrise, mais accompagner le mouvement. Et il y a le niveau de la décision politique. Et là, moi, dans le bouquin, je fais une proposition que j'appelle le jumeau numérique de l'État. Qu'est-ce que c'est le jumeau numérique de l'État? C'est de dire que aujourd'hui, le décideur public, il prend ses décisions normalement sur la base de faits, sur la base de données. Et en fait, c'est pas vraiment le cas. La vérité, c'est que parfois, c'est des considérations politiques, etc. Si demain, on arrivait à centraliser un tableau de bord de toute la donnée publique, les données en matière d'éducation, les données en matière sociale, les données en matière de transition écologique, et qu'avec une IA, on arrivait à faire ce qu'on appelle un jumeau numérique. Jumeau numérique, c'est d'essayer de répliquer numériquement une réalité. Typiquement, si demain, on demandait à l'IA, avec toutes les données de l'éducation nationale, si je réforme la carte scolaire dans tel sens, qu'est-ce qui se passe en termes d'inégalité, en termes de mobilité? Simuler, d'une certaine manière. Absolument. Ouais. C'est une grande façon de simuler des politiques publiques. Si je change l'âge de la retraite, qu'est-ce que ça fait, etc., etc. Et je crois que le politique aurait à sa disposition, ce ne serait pas l'IA qui prendrait la décision,
mais aurait à sa disposition une aide à la décision absolument remarquable. Il y a des États qui font ça. Le Royaume-Uni a lancé un projet de jumeau numérique national où ils sont en train de numériser leur territoire pour voir l'effet des inondations, l'effet des réchauffements, etc. Et moi, je pense que pour la France, c'est un super projet. C'est-à-dire mettre toutes les forces dans l'État, des ingénieurs, etc., pour dire, voilà, on va faire une réplique numérique de l'État et on va pouvoir tester des trucs et le politique pourra décider sur cette base. Je trouve ça génial. Voilà, c'est une idée encore que vous présentez. Plus concrètement, dans la vie des Français, on est tous à se demander si notre travail va pas être bientôt remplacé par une IA. Ça, je vais reprendre votre expression de grand déboussolement. On se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça, j'aurais un motif de désespoir et un motif d'espoir. Je vais commencer par le motif d'espoir. Le motif d'espoir, c'est quand même que depuis les années 2000, moi j'ai fait mes études d'économie, dans les années 2010, on nous dit, il y a des gens très savants qui, depuis l'émergence de l'Internet, disent 40% des emplois vont être automatisés. Ça fait 40 ans qu'on le dit, en réalité. Quand Internet, quand l'iPhone, etc. etc. Donc, je suis assez prudent sur ces prédictions un peu apocalyptiques. Encore une fois, pour l'instant, la numérisation ne s'est pas traduite par des pertes d'emplois massives. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, mais soyons prudents quand même sur les chiffres qui sont donnés. Deuxième motif, plutôt de désespoir, c'est que je pense que l'automatisation des tâches, ou en tout cas la numérisation avec de l'IA, va en fait frapper des secteurs et des profils extrêmement précis. Ça ne va pas être général. Je pense que l'IA, j'ai lu des articles assez intéressants, par exemple, est en train de tuer le stagiaire. L'IA tue le junior. Tue le junior dans les professions dites intellectuelles, dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de conseil, dans les administrations, etc. Faire des résumés, des synthèses, des fiches de lecture, etc. etc. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ça va toucher, non pas paradoxalement, les gens les moins diplômés, mais les gens les plus diplômés qui entrent sur le marché du travail. Et ça, c'est une énorme question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes qui finissent leurs études et qui vont voir, alors qu'ils pensaient, ils ont fait des études de droit, qui pensaient rentrer dans un cabinet et dérouler une carrière, qu'en fait, ils se retrouvent dans un cabinet où il y a des associés seniors qui vont chercher des clients et des IA qui font des synthèses. Et ça, c'est assez préoccupant. Et ça pose toute la question de notre modèle d'enseignement supérieur, de notre modèle d'orientation et de notre façon dont on apprend aux jeunes à se servir de l'IA plutôt que de la subir. Donc, pour résumer ma pensée sur l'IA, 1, soyons pas alarmistes. 2, essayons de cibler collectivement les tâches ou les profils qui vont être les plus touchés pour accompagner. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça appellera un changement de modèle, notamment dans l'éducation supérieure, qui, à mon avis, est un sujet pour la France énorme. Voilà, c'était vos propositions sur l'intelligence artificielle. On va redescendre un petit peu, j'allais dire, même si c'est très concret et très quotidien, les implications de l'IA. On a notre rubrique très concrètement. Alors là, on est vraiment sur 1 ou 2 problèmes qui nous ont été remontés et je vais vous demander vos solutions. C'est très concrètement. Je ne trouve pas de rendez-vous chez un médecin. Ça, beaucoup de gens, il suffit de discuter un petit peu. Une proposition concrète pour faire changer ça. Bon, on ne fait pas de popole, donc je vais être très franc là-dessus. Il n'y a pas de proposition unique, il n'y a pas de silver bullet, honnêtement. Et s'il y avait une silver bullet, ce serait déjà fait. On parle de contraindre les médecins, etc. Vous le dites d'ailleurs, de contraindre les médecins. Je pense qu'une partie de la solution sur certains spécialistes, dans certains territoires, c'est d'aller vers ça. Mais il y a un menu, et je veux revenir rapidement sur les 3 axes qu'il faut développer là-dessus. 1, on est un pays où on est nul en prévention. Quand même, la meilleure façon de pas aller voir, de trouver un médecin, c'est de pas aller le voir, honnêtement. Et on est nul sur l'obésité, sur le tabac, sur les écrans qu'il faut traiter. Et là, je le dis de façon très puissante. Il faut traiter les écrans comme un sujet de santé publique dans ce pays, comme on a traité le tabac ou l'alcool. C'est un sujet de santé publique. Interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes, vous êtes d'accord avec ça ? Évidemment. Je me pose même la question, pour être honnête, de l'interdiction des smartphones avant 15 ans, parce qu'il y a la question des réseaux sociaux qui sont pour le harcèlement, etc. Mais moi, je le vois. Enfin, je regarde mon écran, je suis fatigué, je suis déprimé, j'ai mal aux yeux. Enfin, c'est une question de santé, en fait, à la fin des fins. Donc, troubles de l'attention. Troubles de l'attention. Et au moment où l'esprit se forme, c'est quand même absolument désastreux. On crée des générations qui, cognitivement, vont avoir des vrais sujets. Donc, sur tout ce qui est prévention, sur tous ces sujets-là, allons-y. Il faut mettre des moyens et des trucs. Deuxième sujet, je pense qu'il faut qu'on arrête avec la logique du médecin traitant, du médecin de famille, du médecin de campagne. Ça a existé. Je pense que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il faut passer à une logique différente. Je
pense que des infirmiers peuvent faire des milliards de trucs en plus. Des pharmaciens peuvent faire des milliards de trucs en plus. Et ça, les pharmaciens, ils sont partout sur le territoire. Les médecins ne sont peut-être pas très mais satisfaits. les médecins, on leur demande d'aller quelque part, ils sont pas contents. On leur demande de déléguer des tâches à d'autres, ils sont pas contents. Donc, à un moment donné, et c'est très respectable, et il faut évidemment que le médecin reste en surplomb de tout ça et un œil expert, parce qu'il restera au cœur du système de santé, il faut pas le nier, mais qu'il y ait une équipe traitante autour du médecin. Que le kiné, que l'infirmier, que le pharmacien puisse accomplir des tâches sous le contrôle du médecin, ça me semble une évidence. Une sorte de délégation presque Bien de tâches. bien sûr. Et donc, sur votre exemple, je trouve pas de médecin. En fait, vous trouvez pas de médecin, mais en fonction de votre pathologie, vous allez voir le kiné, vous allez voir l'infirmier, vous allez voir le pharmacien, vous allez voir une maison où il y aura tous ces gens-là qui vont vous accompagner dans une logique de suivi de parcours. Et la troisième solution, on en a parlé un peu, c'est l'IA. Et là, il est pareil, il faut y aller sur la téléconsultation, sur le diagnostic, sur la prescription parfois aussi, il faut l'assumer. Il y a des outils extraordinaires qui, contrôlés par les médecins, maîtrisés par les médecins, vont faire gagner du temps médical de façon exponentielle. Et tout ça est lié aux questions des données qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, je suis très frappé quand on change d'hôpital, on a quelqu'un qui remplit 10 000 fois le même dossier, du dossier médical unique, sur lequel on n'est pas encore, on a fait des avancées, mais on n'y est pas encore. Et donc, un dossier médical unique avec toutes les informations du patient, plus des traitements qui permettent d'accélérer la prise de décision et la prescription, on va gagner du temps de façon dingue et donc plus de médecins. Donc, pour résumer ma pensée, des équipes traitantes, délégation de tâches, de la prévention au cœur de la politique de santé publique et de la numérisation, parce que quand elle est maîtrisée et bien faite, elle apporte beaucoup. C'est entendu. On va rester dans le concret avec notre prochaine rubrique, c'est les questions de la communauté Nopopol, parce que oui, vous pouvez nous transmettre les questions que vous souhaitez poser à nos invités. N'hésitez pas. Regardez, je vais par exemple transmettre la question de Julien de Brest, c'est sur la désertification des centres-villes. On pense notamment dans les régions. 2-3 mesures simples pour éviter cela. 2-3 mesures simples. Il y a la question 1 de si les centres-villes sont désertés, c'est qu'il n'y a plus d'activité ou qu'il n'y a plus de services publics. Moi, je crois profondément à un grand plan. Je parle de Périgueux. Je vais parler de ce que je connais. Périgueux, il n'y a pas d'université. En tout cas, il y a des antennes universitaires, mais il n'y a pas de vraie université. Donc, vous avez des jeunes qui font leur lycée et qui ensuite vont à Bordeaux, à Limoges. Donc, vous perdez toute une strate de jeunes de 20 à 30 ans et souvent, ils ne reviennent pas. Et donc, tout de suite, vous avez un centre-ville qui s'affaiblit, qui se désertifie, etc. Donc, si vous remettez de l'enseignement supérieur, au moins dans les villes-préfectures, là, vous revitalisez parce que vous avez des jeunes qui consomment, qui se logent, etc. Encore une fois, ça a un coût. C'est un coût, mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et ça, je pense que dans ce pays, il faut que les régions, les collectivités locales puissent investir dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est très important. Deuxième sujet pour revitaliser les centres-villes, il y a la question du logement. La question de... parce qu'il y a des centres-villes, même à Paris, hein, moi je vis une partie de l'année à Paris, vous avez du logement vacant, vous avez du bureau, vous avez des quartiers qui sont dortoirs. Hein. Et donc comment vous remettez du logement? Et ça, il faut un grand projet sur le logement, notamment pour les jeunes qui arrivent plus à se loger. Moi je suis très favorable à titre personnel pour qu'on prenne des mesures sur les jeunes actifs, suppression des frais de notaire pour les jeunes actifs, pour leur permettre d'accéder à la propriété, qu'ils puissent recharger leur prêt à taux zéro lorsqu'ils ont un enfant, parce qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes, c'est quand on a un enfant qu'il faut une pièce de plus, on est incapable d'acheter l'appartement qui a la pièce de plus. Donc, pour répondre précisément à la question, la politique du logement, aujourd'hui, c'est un peu un impensé, mais c'est au cœur du sentiment de déclassement des Français. Parce que ce qu'on voit, moi j'ai fait la comparaison, les salaires ont plutôt augmenté, mais ce qui tue le pouvoir d'achat des gens, c'est la part du logement qui, elle, a doublé dans le revenu disponible. Dans le budget global d'un ménage. Budget global d'un ménage. Ouais. Et des gens qui n'arrivent plus à être propriétaires, des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui n'arrivent plus à changer d'appart. J'ai un ami qui est démographe qui me dit un truc intéressant, c'est avec un enfant à Paris, on campe, avec 2 enfants, on décampe. Je trouve ce mot assez sympa parce que c'est que aujourd'hui, une famille avec 2 enfants ou 3 enfants à Paris, c'est impossible. Et donc, on fait des choix très durs, on va en banlieue, on a des temps de transport, etc. etc. Alors, c'est le quotidien de millions de Français, donc tout le monde sait de quoi je parle, mais le fait de ne plus pouvoir choisir souverainement où on veut vivre à cause de la contrainte économique, ça, je pense que c'est un énorme déclassement et il faut remettre de la vie dans nos villes moyennes.
Dernière question de la communauté No Popol. Alors là, on est à la limite de la philosophie politique. Vous allez voir, quelle vérité inconfortable, selon vous, devrait être dite aujourd'hui en politique? C'est Fabrice de Paris qui nous pose cette question. Et pourquoi si peu de responsables osent la dire? Quelle vérité inconfortable devrait être dite? Puisqu'on est là pour se dire les choses. Ouais. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Je fais de la pub pour un autre que moi, mais Édouard Philippe a sorti un livre récemment que je vous conseille d'acheter, qui s'appelle Le prix de nos mensonges, qui essaye de lister un peu, c'est le cœur de cette question, hein, les espèces de mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes et qui nous coûtent très cher et qu'il va falloir trancher. Et là, moi, le mensonge, l'espèce de mensonge qu'on se dit à nous-mêmes, qu'il va falloir qu'on tranche très puissamment, c'est l'espèce de... On parle souvent de justice sociale dans notre pays. Le problème, c'est que on est en train de créer de l'injustice intergénérationnelle. Et il ne faut pas opposer les générations. Moi, je ne dis pas qu'il faut taper sur les boomers et que les jeunes sont super. Je dis juste qu'on a créé un modèle qui, cet objectif, est déformé en faveur des plus âgés parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Ce n'est pas leur faute. Hein. S'ils n'ont pas profité du système, ils ont travaillé avec ça. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Et donc, on a un système qui, malheureusement, pèse de plus en plus sur de moins en moins de jeunes. Et c'est tout ce qu'on disait sur le logement, etc. Donc, la vérité à se dire, c'est qu'il faut une grande politique pour la jeunesse. Et que l'un des grands projets pour la France, c'est de rééquilibrer notre modèle social pour que les jeunes puissent s'épanouir, puissent avoir des enfants, puissent s'éduquer correctement, puissent gagner leur vie. Et ça, je pense que ce sera au cœur de la prochaine présidentielle. Très bien, on passe à notre prochaine rubrique. Ne se prononce pas. Alors, la philosophie de cette rubrique, c'est de se dire que vous n'êtes pas des machines, femmes et hommes politiques, et qu'il y a des sujets, parce qu'on vous demande toujours d'avoir un avis sur tout, sur lequel vous hésitez, que vous n'avez pas un avis tranché. Ça serait lequel pour vous, Clément Thonon? Il y en a beaucoup, hein, déjà. Je pense que les politiques qui vous disent qu'ils ne doutent jamais, qu'ils ont tout tracé dans leur tête, c'est des politiques soit qui mentent, soit qui sont super bons. Mais à titre personnel, j'ai beaucoup de doutes sur plein de choses. Et je pense que c'est sain, d'ailleurs, parce que ça force à travailler et à se faire une conviction. Donc moi, il y a un sujet qui trotte dans ma tête depuis longtemps, c'est la question du baccalauréat. Parce que moi, je suis obsédé on en a pas un peu parlé, de l'enseignement supérieur, comment on fait pour que les jeunes aient des formations qui leur correspondent et qui correspondent aussi aux besoins de la nation en termes de métier. Et on a aujourd'hui un grand tabou français qui s'appelle le bac, qu'on donne à tout le monde maintenant, qui a initialement été pensé pour créer un tri, sanctionner un niveau, permettre l'accès à l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on le donne à tout le monde. Et moi, je me demande, est-ce que le baccalauréat, dans sa forme actuelle, est toujours pertinent? Est-ce qu'il ne faudrait pas le supprimer? Suppression du baccalauréat. Je me pose la question parce que si on avait un truc qui, à l'origine, était censé, vous vous souvenez, nos parents, nos grands-parents nous disent « Ah ben moi, j'ai pas eu le bac » ou il y avait 30% de classe qui avait le bac et qui allait à l'université parce que c'était comme ça et c'était pour se trier un peu les gens, quoi. Et qu'est-ce qui vous fait douter, du coup, alors? Vous avez l'air plutôt convaincu de la mesure. Ouais, ce qui me fait douter, c'est deux choses. C'est un, je sais pas si les Français, ils sont attachés au bac quand même. C'est un sentiment d'amélioration sociale. Presque un monument national. Ouais, c'est presque un monument national. Donc ça me fait douter de l'acceptabilité de la mesure. Et ensuite, par quoi on remplace? Parce que si on dit à plein de gens, ben en fait, le bac est supprimé, du coup, il faut quand même d'une manière ou d'une autre sélectionner à l'entrée de l'université, il y a plein de gens, qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui ne peuvent ou ne veulent pas aller à l'université? Et là, moi, je trouve que un autre grand projet, c'est la professionnalisation de notre enseignement. Vous savez, en Suisse... la professionnalisation de notre enseignement. Ah, de l'enseignement. De l'enseignement, pardon. En Suisse, vous avez un système parfaitement dual où c'est super d'aller en filière pro parce que vous allez avoir des super métiers super bien payés et c'est super aussi d'aller à l'université. Mais le choix est clair. En France, si demain on dit on supprime le bac et on met de la sélection à l'université, il y a plein de gens qui vont se retrouver sans rien. Donc, tout ça pour vous dire que supprimer le bac, je pense qu'il faut faire un truc autour de ça, mais ça ne se pense pas indépendamment d'une grande réforme de notre enseignement supérieur pour le professionnaliser beaucoup plus tôt. Mais je suis encore en réflexion. Et ben voilà, un sujet sur lequel vous doutez. Prochaine rubrique, elle s'appelle « Le monopole du cœur ». Beau nom, n'est-ce pas? Très monopole beau nom. Du cœur. Hein. Très politique. Très politique. En fait, je voulais pas faire appel à votre fibre politique, Clément, plus au côté émotionnel. Ouais. Un sujet, une mesure qui vous tiendrait à cœur, j'allais dire, d'un point de vue de l'homme que vous êtes, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, il y a un sujet qui m'a, chez moi, là, on en a parlé à Périgueux, qui m'a mis la boule au ventre, honnêtement. C'est la question de la prostitution des mineurs. Chez moi, en Dordogne, dans une ville moyenne, Périgueux, une ville tranquille, on sait, c'est documenté, qu'il y a des mineurs aujourd'hui qui se prostituent pour vivre.
Et je crois que c'est un truc assez général, en fait. En tout cas, un phénomène qui est en train de monter. Et souvent, c'est des enfants qui ont été confiés à la puissance publique. Parce que c'est des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, vous savez, l'ASE. Et ça, je trouve que des enfants confiés à la puissance publique, confiés à l'intérêt général, qui se retrouvent à devoir, pour vivre, se prostituer, c'est quelque chose, moi, qui m'émeut, qui me choque, qui me révolte. Et donc, il y a quelque chose à faire sur cette aide sociale à l'enfance qui est en faillite dans notre pays, sur taper très fort les plateformes qui permettent ces rencontres-là, les hôtels qui les hébergent et les gens qui s'y livrent. Et là, encore une fois, c'est peut-être un micro-sujet, pardon, je m'en excuse, mais qui me touche beaucoup et qui, à mon avis, est un grand sujet de politique publique parce qu'un pays qui ne sait pas s'occuper de sa jeunesse est un pays qui meurt et est un pays indigne, je crois. On passe à notre prochaine rubrique qui s'appelle, attention Clément Thonon, la question qui dérange. Alors, Clément Thonon, vous êtes énarque, vous êtes rapporteur général au Haut Commissariat au plan et à la stratégie. C'est dans le bon sens ? Stratégie au plan. Voilà, c'était ça. Vous avez été maître des requêtes au Conseil d'État. Comment on fait quand on a votre parcours, Sciences Po, HEC, ENA, pour, j'allais dire, rester connecté à la vie quotidienne des Français ? Alors, je sais que vous êtes élu municipal, ça doit vous aider, mais la question, on se la pose quand même. C'est une bonne question. Moi, j'ai vu, encore une fois, j'ai servi dans un ministère. On est très vite, même un homme politique comme le ministre que j'ai servi, qui est un grand élu local, maire d'Angers, Christophe Béchu, qui est ancré comme personne dans son territoire, quand on est longtemps aux affaires et au service de l'État, on est parfois coupé, on est souvent dans son ministère et on commence le mindset commence à changer parce qu'on est un peu loin du quotidien. Néanmoins, je pense qu'il faut des respirations qui sont de deux ordres. Un, les amis et la famille. Ça, quand même, être entouré de vrais gens, entre guillemets, c'est super important. Et il faut garder ça. Il faut avoir le temps d'avoir des amis en politique. Les amis sont fondamentaux. Et il faut s'occuper de sa famille. Deuxièmement, le mandat local. Moi, je vous en avais parlé, mais j'insiste sur ce point, même si c'est dur à assumer, parce qu'entre Paris et la Dordogne, c'est loin, parce que je ne fais pas tout ce que j'aimerais faire pour mon territoire. Je crois que ce lien-là, il est fondamental. Parce que, on parlait de la ruralité tout à l'heure, si je ne vivais qu'à Paris, je manquerais tout un pan de l'expérience vécue de mes concitoyens, notamment les citoyens ruraux, et je ne pourrais pas prétendre aider mes concitoyens que je ne connais pas en réalité. Donc le mandat local, moi, m'aide à ça, et c'est vraiment une drogue dure de revenir chez moi en Dordogne. Et enfin, je pense qu'il est important tout simplement d'aller voir les gens. C'est-à-dire, Édouard, il fait ça, Édouard, il aime bien faire ça. Il se déplace en France. Je ne sais plus à combien de départements il en est. Mais comme ça, enfin, je veux dire... il se déplace sans caméra. Il fait des séquences longues aussi, parce que c'est pas le genre à faire une demi-journée quelque part. Non, il part 2 jours, 3 jours dans l'Aveyron. Il est allé voir Viala. Président du conseil départemental de l'Aveyron. Pardon. Et en fait, voilà, il va prendre un café, il rencontre des chefs d'entreprise ou des ouvriers, des agriculteurs. Et en fait, ça peut sembler cliché, ça peut sembler gadget, mais dans notre pays, même à l'ère des réseaux sociaux, même à l'ère des grandes campagnes numériques, Cambridge Analytica, tous les trucs qu'on entend sur la politique à l'ère du numérique et de l'IA, à la fin des fins, dans un pays comme la France, si vous n'allez pas au cul des vaches, comme on dit, si vous n'allez pas vous balader pour voir la différence entre Oléron et la Haute-Savoie, pour voir la différence de mode de vie entre nos concitoyens, qui, même s'ils sont très différents, veulent partager quelque chose ensemble, à la fin des fins, vous n'arrivez pas à raconter l'histoire et vous n'arrivez pas à proposer des choses justes. Donc voilà, je pense qu'un homme politique, encore en France, doit faire ce travail-là. Ils sont peu à le faire, mais Édouard Philippe le fait. D'accord, écoutez, en tout cas, c'est entendu. On arrive, Clément Thonon, à la fin de cet entretien. Il me reste 2 questions. On va, j'allais y repenser un peu à l'avenir, parce que ça, c'est toujours intéressant. Aussi, on passe à notre rubrique « Rendez-vous en 2050 ». Alors, le but de la rubrique, c'est de vous demander, selon vous, à l'aune des données que vous avez, de l'évolution de notre société, de notre pays, quel peut être le scénario ? On va commencer, moi j'aime bien commencer toujours par le pire pour aller vers le meilleur. Le scénario du pire en 2050, je pense notamment peut-être à la transition écologique, si on la manque, entre guillemets. Quels sont les écueils vers lesquels on se précipite si c'est un scénario du pire ? Le scénario du pire pour la France en 2050, ce serait que nous soyons un pays qui n'a pas redressé sa natalité, donc un pays vieillissant, qui n'a pas redressé son appareil productif, c'est-à-dire un pays qui ne produit plus,
et qui ne s'est pas préparé au changement climatique et donc qui est frappé par des catastrophes en série. Si nous allions dans cette voie, c'est-à-dire un pays vieillissant qui ne produit pas, qui ne s'est pas préparé à l'avenir, nous serons relégués, nous serons vassalisés et nous serons ballottés entre des puissances qui, elles, ont fait le choix de la puissance, de la natalité, de l'appareil productif et qui nous dicteront leurs conditions et notre mode de vie. Moi, c'est un peu ce qui m'obsède, c'est-à-dire est-ce que la France peut être puissante encore ou pas ? Puissante, pas pour rouler des mécaniques, hein, mais puissante pour affirmer son identité et ce qu'elle veut faire dans le monde. Voilà. En 2050, si la France était une sorte de petit pays vieillissant, apeuré et non productif, je pense que nous aurions tout perdu. Parce que la France, elle, quand elle n'est pas puissante et quand elle n'est pas fière d'elle-même, elle se décompose rapidement. Voilà, on a tous des petites perles de sueur qui commencent à arriver. Donc vite, Clément Thonon, s'il vous plaît, selon vous, le scénario du meilleur en 2050 ? Ouais. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire une France qui a fait le choix de la jeunesse, comme je l'ai dit, qui a fait le choix de l'innovation, qui a fait le choix de la production, c'est-à-dire qui a remis, c'est extraordinairement difficile, mais on est l'un des pays qui s'est le plus désindustrialisé en Europe. Donc la France, ce serait un grand projet que de réindustrialiser ce pays, retrouver de la force productive. Donc un pays innovant, un pays puissant, un pays fier de lui-même, parce que je pense qu'il y a toute une question de cohésion nationale. Aujourd'hui, on est polarisé, on est divisé, mais moi, le vœu le plus cher, avant tous les autres que je forme pour notre pays en 2050, c'est qu'il soit réuni et qu'on ait retrouvé du plaisir à vivre ensemble par-delà nos différences. C'est un peu chamallow dit comme ça, hein, mais je crois profondément. Je pense qu'on ait que quelqu'un, alors c'est peut-être utopique de le dire, ou quelqu'un ou des partis politiques, ou en tout cas que la politique au sens noble du terme, no popol, mais la politique noble, nous ait rendu un cap et des raisons de vivre ensemble. Ça, c'est le plus important en 2050. Très bien, ça me fait un lien parfait avec ma prochaine rubrique, le discours de motivation. C'est la dernière rubrique de cette émission. Clément, je vais vous autoriser à regarder cette caméra et quoi qu'il faut croire encore en la politique. Je vous laisse une petite minute. Un peu plus si vous voulez. Marrant, on dirait un deuxième tour d'élection présidentielle, tu sais. Ouais, il y a un peu de ça. Pourquoi il faut avoir la politique ? Parce que sans la politique, mes amis, et nous perdrons la maîtrise de notre destin. Le politique, ce n'est que le représentant de ce que nous voulons pour nous-mêmes et des choix que nous voulons faire pour l'avenir. Si nous ne croyons plus à la politique, si nous désertons les urnes, si nous crachons sur nos représentants et si nous nous désintéressons de la politique, nous nous désintéressons de notre propre destin et les autres feront des choix à notre place. Si ce n'est pas les politiques qui prennent les décisions, ce sera des plateformes et des espèces d'oligarques technocratiques de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sera des grandes puissances, les États-Unis, la Chine qui décideront pour nous. Ce sera parfois d'ailleurs des juges qui s'adjugeront des pouvoirs dont ils n'ont pas à connaître. Ce sera des instances non élues qui prendront le pouvoir. Et donc, je crois que la politique, à la fin des fins, c'est ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et donc, c'est pas un plaidoyer pour l'engagement, mais moi, je l'ai dit au début de l'interview, je me suis engagé en politique pour changer ma vie, pour changer la vie de mes concitoyens et changer la trajectoire de mon pays. Donc, intéressez-vous à la politique parce qu'à la fin, c'est votre vie qui changera. Et ben voilà, c'était le discours de motivation de Clément Thonon, le premier de l'histoire de nos Popol. Je crois qu'on n'a pas été trop Popol, Clément Thonon. Non, ça allait. On a parlé de 2050, démographie, transition écologique. On n'a pas parlé d'Olivier Faure et de Mathilde Panot. Bon, en tout cas, pour nous, chez nos Popol, le contrat est rempli. C'est la fin de ce premier épisode. Alors, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aimer, en bon français, cette vidéo, à la commenter aussi, parce que là, on est très intéressé de savoir tout ce que vous avez pensé des propositions de Clément Thonon, notre premier invité. N'hésitez pas non plus à transmettre vos questions, ça je l'ai dit, parce qu'on les posera à nos prochains invités. Et puis, si vous êtes une femme ou un homme politique et que ce format vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, contact@nopopol.fr. On étudiera vos candidatures, j'allais dire. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur Nos Popol.